Jeudi de midi à midi 30, Flash News était mon Insta. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible, dis-moi. Dis-moi, la question minée de théorie, avec nos chroniques star. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Dis-moi, je veux pas, j'ai IA, you, IA, you, je veux pas, j'ai IA, you, IA, you, la question minée de théorie, avec notre chronique star. Oh. Et puis la météo de l'IA. On est jeudi, il est midi, même si c'est la Pentecôte, c'est Je peux pas GIA. Alors, on commence tout de suite avec les flash news de Je peux pas GIA, collaboration avec la communauté Ask and Solve de Elodie Hughes. Et d'ailleurs, allons voir si Elodie a pu garer son vaisseau. Bonjour Elodie. Salut. J'avais zappé que c'était férié, que j'allais être au ralenti. D'accord, et tu as Non, pu te garer. C'est top. Non, j'ai changé, j'ai pas fait de vaisseau là, j'ai fait de, tu sais, téléportation entre mon lit mais et... toujours en haut, on est bien d'accord. Ah bah ouais, il y a quand même des choses sur lesquelles on peut pas. On peut pas, d'accord, parfait. Eh ben, c'est parti pour la flash news. Alors, Elodie, on va revenir sur ta newsletter d'hier, qui était incroyablement riche. C'est la revue de presse. Hein. Pardon, oui, la revue de presse. On reviendra à la newsletter tout à l'heure. Voilà. Okay. La revue de presse, effectivement, d'hier. En préambule, tu nous avoues avoir, je te cite, épluché plus de 100 articles, croisé plus de 30 sources de référence, analysé 10 vidéos stratégiques, sélectionné 20 PDF à télécharger. Et on va rapidement parcourir cette revue de presse et on va s'arrêter sur les faits les plus marquants. C'est OK pour toi? Ouais, on y va. Ce que je voulais dire, c'est un peu nouveau dans la revue de presse, c'est que je me rends compte qu'il y a énormément de créateurs LinkedIn. Enfin, je le savais déjà, mais que je note, etc. Et cette fois, au lieu d'aller rechercher leurs sources et où ils ont trouvé les news, c'est eux que j'ai mis en avant. Ce que je trouve sympa, si les gens s'intéressent à l'IA, qu'ils peuvent suivre. Et puis, quand le travail de certains vaut vraiment le détour, tu vois, on va parler d'IA Act, etc. Mais je trouve que c'est chouette de citer les sources aussi de ceux qui ont relayé et qui ont créé du contenu autre que des sources journalistiques. Oui, absolument. C'est vrai que j'ai remarqué ça et tu le mets beaucoup en avant, les créateurs. C'est super chouette. Et on va le voir tout de suite. Hein. Donc, attachez vos ceintures parce que c'est parti et ça va être dense. Voilà. Alors, on décrypte évidemment tout. On trouve des insights, des signaux faibles. On trouve plein de choses super intéressantes. Alors, première chose, et là, justement, tu mets en avant Daria ici pour le guide de mise en œuvre. Et ça, c'est la flash news que moi, j'ai sélectionné numéro 1. C'est le guide de mise en œuvre de l'IA Act par Daria Viktorova. C'est 2 guides en fait à télécharger, partie 1 et partie 2. Tu peux nous en dire un petit peu plus, Elodie? Oui, en fait, on avait dans la newsletter de dimanche dernier, j'avais réuni, tu sais, toutes les questions de la communauté Ask and Solve au sujet des droits, etc., de l'utilisation des images, de est-ce que tu devais former ou pas tes employés en fonction de l'utilisation que tu fais de l'IA. Et je suis passée à côté de ce guide, c'est quand même dingue. Alors, on a bossé avec Crystal et Aurore, etc., pour répondre aux questions. Donc, on avait dans la newsletter, tu l'as vu, des réponses qui étaient bien documentées, qualies, etc. Mais j'étais passée à côté de ce guide et donc, quand je l'ai découvert, j'ai trouvé ça super chouette. Et encore merci, Daria, à toi d'avoir relayé ces deux parties d'IA Act. Et je pense que toute personne aujourd'hui, on sous-estime un peu les conséquences de l'utilisation de l'IA, ce que nous impose la loi, mais aussi ce que nous impose chaque app qu'on utilise. Hein. Par exemple, moi, j'ai découvert en faisant tourner le prompt que j'avais créé pour analyser, tu sais, les CGU, donc les conditions générales des différentes applications. Runaway, par exemple, ils te disent très clairement qu'ils peuvent renvoyer tes prompts à d'autres, qu'ils peuvent utiliser ce que tu as généré dans leur... pour eux-mêmes. Donc, voilà, il faut le savoir, en fait. Si tu lances une campagne, moi, je sais pas, on ne saura jamais si c'est vrai, mais j'ai lancé une campagne avec Canderel qui a eu un énorme succès avec la Joconde, et derrière, il y a eu une traîne de Joconde sur Runaway. Voilà. Est-ce qu'on en est à l'origine? Est-ce que notre prompt a été réutilisé? En tout cas, il faut le savoir si tu veux vraiment faire des choses assez pointues, quoi. Voilà.
Et c'est clair que quand on utilise les IA, souvent on prompte et on ne se pose pas la question. Il y a Mmh. plein en fait de conséquences derrière. Et c'est vrai que s'y intéresser, c'est quand même intéressant. Ouais. Oui, oui, Ok. puisqu'on peut se faire avoir, donc déjà, enfin, ça nous protège aussi, ça nous fait nous poser les bonnes questions et puis aussi, il y a pas que l'AI Act, il y a aussi le droit du travail et aujourd'hui, on me pose beaucoup la question, tu vois, dans mes missions, quand j'accompagne des gens à utiliser, en fait, tu changes, l'intitulé de poste, les fonctions des gens et donc là, le droit du travail t'impose des formations, on reverra plus tard et puis, tu peux aussi avoir RGPD qui t'impose, dès lors que tu traites de données personnelles, d'être formé ou d'avoir voilà. Donc ça, c'est des choses, moi, tu vois, je savais pas du tout, donc j'ai découvert et au-delà du fait que c'est effectivement une contrainte, il y a des choses qui protègent, qui nous protègent, qui protègent nos clients et qui protègent nos utilisateurs et je pense que la Ouais, c'est morale vrai, de ça, on va en parler avec notre invité voilà, tout à l'heure sur le dossier spécial AI Act. On va en parler parce que c'est vrai que le droit et les lois, on l'oublie souvent, elles sont là pour réglementer, elles fixent un cadre, mais c'est un cadre qui est aussi protecteur quelque part. exactement. On va y revenir avec Aurore. J'ai Alors, évidemment, tu annonçais l'émission dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce exactement. que j'ai encore identifié? Évidemment, Google et I.O., c'était immense, une avalanche de news. On a déjà évoqué ça jeudi dernier. Et aujourd'hui, on a un petit peu plus de recul. Et qu'est-ce qu'on peut isoler de plus impactant dans toutes les annonces de Google pour le business, à ton sens, Élodie? Écoute, moi, je pense que dans mon business, VO3 a été vraiment impressionnant. Après, j'ai assisté hier, j'étais à une soirée IA Contoria où on a montré tous les fails de VO3, donc bon, ça marche bien. Moi, je l'ai testé, c'est vraiment impressionnant, mais on arrive à avoir des choses un peu rigolotes comme une voiture qui roule à l'envers, des gens qui se rentrent dedans, etc. Donc voilà, c'est impressionnant. Quand on regarde le test, le benchmark Will Smith, tu sais, où on voyait manger des pâtes il y a 5 ans et manger Oui, des pâtes aujourd'hui. Après, ce que je trouve vraiment impressionnant et qui, moi, va me rendre service tous les jours, tu sais, quand tu traites de stratégie internationale, quand tu as des gens qui sont partout dans le monde maintenant, tu vas pouvoir parler dans ta langue et les gens vont pouvoir t'entendre avec ta voix dans leur langue. Et ça, moi qui fais beaucoup de création, quand tu veux porter des choses qui sont de l'ordre de l'énergie, de la créativité, etc., et que tu dois passer dans une langue qui n'est pas forcément la tienne à des gens dont ce n'est pas la langue natale quand tu parles anglais, ouais. c'est un peu plus difficile de passer, tu vois ce que tu veux faire, et là, ça change considérablement les choses. En revanche, ça va peut-être endormir nos cerveaux sur l'idée de progresser en langue. Mais bon, on peut tout savoir. Ouais, bon, mais c'est vrai que c'est mieux que de le faire dans une langue, ou d'avoir une langue que tu ne maîtrises pas, mais c'est vrai que c'est toujours mieux de vraiment maîtriser la langue, tu fais passer encore mieux. Donc oui, mais bon, ça donne de nouvelles perspectives quand même à la communication. Alors moi, personnellement, c'est plutôt, je pense, l'aspect mail, les smart replies dans le mail qui peuvent être game changer pour les entreprises que moi j'accompagne, puisque là, ça peut faire gagner quand même pas mal de temps sur les tâches qui sont chronophages comme les emails. Allez, on continue. Chez Microsoft, moi j'avais constaté aussi que chez Microsoft, on a une nouvelle fonction et une fonctionnalité. Alors je reprends ça. Voilà, la fonction Chief AI Security Officer. Donc la sécurité IA accède au board. Donc ça, c'est vraiment un nouveau poste. Ça montre bien que l'IA et la sécurité de l'IA deviennent vraiment des sujets qui deviennent vraiment prégnants dans l'entreprise et dont on se soucie. Oui, parce qu'il y a de plus en plus de scams. On sait que la prochaine grande guerre sera probablement liée, tu vois, à des attaques de tes serveurs, de ta connaissance, etc. Donc, on le voit dans toutes les news après, qu'il y a beaucoup de choses assez graves qui arrivent et qu'il faut effectivement rajouter de la sécurité et faire vraiment attention à ce qu'on fait tourner. Il faut faire aussi maîtriser les IA qu'on génère. On a vu Claude qui s'est mis à faire du chantage à un employé qui était fake, mais c'était rigolo parce qu'il disait qu'il voulait le débrancher et l'autre avait découvert dans une correspondance qu'il trompait sa femme, donc du coup il le menaçait de prévenir sa femme. Bon. Donc, et j'ai essayé de tester Claude 4 ce matin. Et justement, je préparais un agent pour un client et il a refusé de se mettre dans le rôle dans lequel je lui donnais, tu vois. Il fait non, mais moi, je ne suis pas du tout Lisa, je suis Claude d'Anthropique et je ne peux pas faire ça. Mais par contre, donc, moi, j'étais pas très pote avec Gemini, qui est beaucoup moins sympa, tu vois, Oui, on s'en souvient. Et Claude, ça allait, tu vois, pour moi, c'était le smart guy et tout. Là, ce matin, il m'a mis un peu de mauvais poil.
Ah non, mais moi j'ai bien bossé avec Claude ce matin dans le train, c'était assez sympa. Non, mais je pense que tu Ah, dois adapter certains prompts entre ce que tu avais entre 3, 7 et 4. Et donc, du coup, ouais, ça fait des petites blagues. Voilà. Donc, mais oui, la peut-être. sécurité, et ça rejoint ce qu'on dit sur les AI Act. Oh là là, je suis fatiguée. C'est il faut faire attention. Et alors, oui, il ne faut pas utiliser la sécurité pour toujours dire non, n'est-ce pas, les Chief Data Officers ou les DSI qui nous écoutent. Mais en revanche, oui, pour tous les gens qui font de l'IA, on doit rentrer dans ces considérations-là quand on accompagne nos clients et quand on les forme. Ouais. Ok. Ce que j'avais aussi pointé, c'est que Mistral lance DevStral, qui est une IA full stack pour les équipes tech. Ça, c'est intéressant. Et Document AI, donc l'outil qui transforme la gestion documentaire et la conformité. Donc là aussi, chez Mistral, donc Cocorico, ça bouge aussi avec des développements qui vont vraiment pour l'utilisation dans les équipes tech, dans le code, vraiment pour les applications métiers, pour la tech, également pour les applications métiers dans les entreprises, pour la gestion de documents. Donc là aussi, on avance aussi du côté français et ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Ouais, et puis moi qui traite des clients avec d'énormes, vraiment d'énormes bases de données, tu vois, de data qui justement nécessitent, parce qu'elles ont été développées, certifiées, etc., tout ce qui est conformité. Bon, j'étais déjà contente quand Gemini est sorti avec son million de tokens. On a GPT Ouais. 4.1, mais c'est vrai que je passe beaucoup par Mistral, alors que je ne suis pas très cocorico, comme tu dis, en principe. Mais parce qu'ils ont une capacité de gestion de documents qui, moi, me permet de transformer des documents PDF, PowerPoint, des vidéos, des images en, tu vois, fichiers texte ou Dijon qui sont beaucoup plus légers et qu'après, je peux redispatcher chez mes clients. Donc, bravo Mistral là-dessus. Je n'étais pas fan, mais là, ils ont marqué un point. Ok, super. Pour revenir un peu à la gestion de documents, et on parlait tout à l'heure de Claude 4, et Claude 4, moi, quand je lui posais scanner mon Drive, mon Google Drive, puisque je l'ai connecté, donc ça c'est pas mal. Il ne trouve pas forcément, parce que j'ai pas forcément tout sur mon Google Drive, j'utilise plutôt Dropbox, Oui. mais en tout cas, c'est à condition, comme tu le disais, tu précisais la semaine dernière, je pense, à condition d'avoir un Drive qui est bien ordonné, tu peux vraiment gagner en productivité, aller chercher vraiment pas mal Après, d'insights en fait, perso. Claude n'a que 300 000 tokens sur la version. Alors, il a augmenté de 50 000, mais ce n'est pas encore le million de Gemini ou de 4.1. Donc, voilà. Pour l'instant, Claude, c'est bien pour rédiger, etc. Mais si on doit faire de la recherche documentaire, moi, je ne suis pas encore très, très fan. Il oublie beaucoup de choses. Ou alors, il arrête de vouloir parler avec moi, ce qui est très désagréable. Ça, je comprends. Et puis, l'interface n'est pas rose, c'est quand même pas cool. Ouais, je l'utilise en API pour qu'il arrête de me bloquer, mais c'est vrai que... Mais si vous voulez une interface rose avec Claude, je vous l'envoie tout de suite. Ok. Bon, alors, je voulais revenir là-dessus aussi. C'est OpenAI vient d'acheter la boîte de Jonathan Ive. Jonathan Ive, c'est le mec qui a designé le iPhone et aussi le premier iMac. Donc, c'est Steve Jobs, quand il est revenu chez Apple en 97, il est allé chercher Jonathan Ive, qui a designé le premier iMac et dans la foulée, enfin, plus tard, il a designé le premier iPhone. Donc, vraiment un spécialiste design produit. Donc, OpenAI qui achète cette boîte-là, ça implique qu'il va certainement y avoir des produits OpenAI. Donc, c'est assez intéressant. Il y a vraiment une direction qui est claire avec OpenAI. On en parlera encore dans la météo des IA. Justement, je reviendrai sur OpenAI et sur la direction qui est prise maintenant, d'aller vraiment vers des produits consommateurs. Exactement. Alors attention, tous les designs qui circulent sont super beaux, mais en fait, la boîte vient d'être achetée, ils n'ont encore rien développé, donc arrêtez de rêver sur ce que vous voyez. Ce ne sont que des images générées par l'IA, inspirées du Mac et d'Apple. Mais ce qu'on peut Voilà. dire, c'est on a vu que GPT avait lancé la mémoire, puis la mémoire étendue. Mémoire étendue qui est complètement dingo quand même, hein, je tiens à le dire, pour ceux qui utilisent GPT tous les jours. Moi, j'ai réussi à faire une présentation qui est allée chercher des quotes dans les retranscriptions que j'avais mis dans mes projets sur une dizaine de projets. C'était assez impressionnant. Mais je pense que OpenAI va vers là, c'est-à-dire qu'on va avoir effectivement quelque chose qu'on va porter sur nous, qui va nous enregistrer toute la journée, qui va apprendre sur nous. Et finalement, je vais perdre mon job, puisque moi qui fais des agents, des jumeaux numériques de dirigeants, on va se retrouver à être créé directement avec l'utilisation de ces petits objets connectés, enregistrés partout, suivis partout. Et c'est intéressant et flippant à suivre. Ouais, ok. Alors, je vous laisserai découvrir l'audiobook de Melania Trump. Donc, c'est assez intéressant. Et derrière, donc, le FBI qui utilise l'IA aussi. Je vais encore revenir sur une dernière news qui m'avait aussi frappé. C'était, on reviendra sur cette vidéo tout à l'heure, Elodie. Et il y avait encore
news, c'est IBM en fait, qui avait licencié 8000 personnes pour faire la place à l'IA. Et en fait, IBM s'est rendu compte que l'IA n'était pas capable de gérer toute la complexité humaine. Et il réengage en fait même plus de 8000 personnes. Alors, il y a tellement ici dans ta newsletter, tellement d'informations que j'arrive pas encore à IBM. Je sais plus si tu as dans la newsletter d'ailleurs IBM. En tout Ouais, cas, non, moi, c'est dans la partie Future of Work. Oui, on le voit, hein, mais il y a d'autres boîtes, il y a First qui ont beaucoup licencié et qui rembauchent. Alors, on rembauche plus senior, on rembauche plus expérimenté. Parce qu'effectivement, les IA aujourd'hui, vous le savez, s'entraînent sur le web et donc ça resterait la moyenne de l'être humain et de ce qui est publié sur l'IA. C'est pour ça qu'on génère des hommes, on a des biais. Si vous voulez une IA puissante, vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir des experts extrêmement doués pour les driver, quoi. Donc, ouais, mais je pense qu'IBM, alors là, les journalistes font beaucoup de buzz sur on a licencié, on rembauche. Je pense aussi que c'est un peu un remplacement de personnel. Tu vois, c'est de dire, en fait, on a toute une génération qui n'adopte pas l'IA, qui s'y fait pas, etc. Et donc, on rembauche des gens qui sont meilleurs. Et je pense qu'en rembauchant, on peut augmenter sa productivité et son résultat. Je suis pas encore sûre qu'on puisse diminuer ses équipes. Voilà. Non, mais je suis assez d'accord. Il faut que les équipes changent, les compétences doivent changer, mais effectivement, l'IA remplace pas vraiment. Il faut d'autres personnes. Voilà. Alors, on va arrêter là pour les flash news parce que je sais qu'il y a Aurore qui piaffe d'impatience en coulisses. Je voulais juste revenir quand même sur une initiative qui est vraiment super que tu as prise, Élodie. Ouais. C'est en fait l'IA Récré. L'IA Récré, qu'est-ce que c'est, Élodie? Alors, IA Récré, c'est un petit kiff avec mon mari Nash et mes enfants. En fait, on s'est rendu compte que les enfants avaient une façon de transmettre l'IA qui était hyper naturelle, hyper smart, etc. Ils ne parlent pas d'apprendre à prompter ou de complexité ou quoi que ce soit. C'est très, très sympa de les voir s'adapter aux outils. Et moi, je me suis rendu compte avec Ask and Solve que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en message privé pour me demander d'aider leurs enfants. Est-ce que tu crois qu'il pourrait préparer son concours avec l'IA? Son prof a mis 0 parce qu'il pense qu'il a utilisé GPT. Et en fait, quand tu aides ces enfants par leurs parents, tu arrives à convaincre les parents. Et donc, on a invité 32 parents, 16 enfants, à venir réinventer l'œuvre d'un artiste. Alors, on a la chance, je suis hyper émue et touchée qu'Incognito Influenceur ait accepté. Incognito, c'est un influenceur virtuel qui s'est imaginé sur tous les défis dans le monde entier. Les journalistes ont cru qu'il existait vraiment, donc c'était très rigolo. Mais non, il était juste là à se remplacer, à se mettre sur les podiums, etc. Et donc là, les enfants vont pouvoir réinventer son univers. Donc, et c'est mes enfants et ceux de John Edwin qui m'accompagnent qui vont tout simplement montrer aux enfants comment se prendre en photo, transformer leurs photos en avatar, comment l'animer sur Runway, comment utiliser VO3, etc. Voilà. Et pitcher tout ça à leurs parents. Très juste partager parce que tu as réalisé justement, pas toi toute seule, une petite vidéo. Non, et je voudrais juste la partager. Voilà. Et on écoute. Amy, la vidéo. Quoi? La vidéo? J'ai une première version si tu veux. Viens voir. Dans un monde dans lequel les enfants ont besoin d'un nouveau style de héros. C'est une vidéo, un bonbon. Ok, c'est pas mal, mais c'est pas le brief. Moi, je suis la dame en rose. Ok, je te la refais en rose. C'est parti. Dans un monde dans lequel le héros porte du rose. Ça va comme ça? Oui, c'est bon. Alors que tout semble perdu, une lueur d'espoir fit son... Je ferai tous les plans en rose, t'inquiète. Je disais donc une lueur d'espoir fit son apparition. Là en bleu, mais ce sera en rose. IA Récré! Rien de mieux pour apprendre à créer en famille avec l'IA. Amy, c'est pas des enfants, ça, c'est des adultes. Mais on peut pas prompter des enfants avec VO3. Attends, tu testes un truc avec Kling. Voilà, comme ça, tu vois, des enfants magiciens qui changent des choses, qui mettent de la couleur, qui font des tours de magie, qui font pousser des choses. Non mais attends, en fait, c'est quoi le but de la vidéo là? En gros, IA Récré, c'est un workshop d'une matinée où les enfants viennent avec leurs parents apprendre à créer avec l'IA. C'est ce que j'ai fait là. Exactement. Si vous aussi vous voulez apprendre à créer avec l'IA, inscrivez-vous à IA Récré.
Bravo, en tout cas, c'est une super vidéo et ça annonce clairement l'événement. Donc, inscrivez-vous si vous voulez à IA Récré. Hein, on vous mettra toutes, vous trouverez très facilement les liens dans la communauté Ask and Solve notamment pour assister à IA Récré. Bon, allez, on passe vite parce le temps file. On va passer à notre dossier de la semaine, Elodie. Les AI Act. Alors, est-ce que c'est un épouvantail ou un cadre sécurisant? Pour répondre à toutes vos questions, on va accueillir tout de suite Aurore Sovia, qui est avocate spécialisée dans le numérique. Bonjour Aurore. Bonjour à tous les deux. Salut Aurore. Salut. Ça va? Comment vas-tu Aurore en ce jeudi de Pentecôte? Un tout grand merci de nous consacrer un peu de ton temps de congé quand même pour nous aider et nos auditeurs à mieux comprendre les implications de ce nouveau règlement qui nous arrive tout droit de Bruxelles. Alors tout d'abord Aurore, je vais te demander, pour ceux qui ne te connaissent pas, de te présenter succinctement. Oui, alors moi je suis avocate au barreau de Paris depuis une dizaine d'années. Je suis associée d'un cabinet d'affaires et je traite exclusivement de projets, de dossiers qui ont trait à la tech, au digital et à la data. Et avant, j'avais une verticale droit d'auteur qui était très séparée de cette verticale tech. Et là, avec l'IA, ces deux verticales se sont bien fusionnées. Ok, super. Bon, ben alors tu es en fait la personne idéale pour on t'a invité d'ailleurs, pour nous aider un petit peu à décrypter ce fameux AI Act. Donc, est-ce que tu peux, on a eu beaucoup de questions, on va y revenir, hein. Elodie, tu en parlais tout à l'heure, on va reprendre ta newsletter avec les différentes questions. Moi aussi, je reçois beaucoup de questions des dirigeants que je rencontre et que j'accompagne. Aurore, est-ce que tu peux nous donner vraiment dans les grandes lignes quelles sont les intentions, quels vont être les effets de ce nouveau règlement européen? Oui, alors ce nouveau règlement européen, on entend un peu tout et n'importe quoi à son sujet, qu'il empêcherait l'innovation, que ce serait la fin de l'Europe parce qu'on n'est pas compétitif, etc. En fait, c'est le premier texte qui a été adopté au niveau mondial et la priorité de l'Europe, c'était pas du tout de freiner l'innovation et moi je pense fondamentalement que ce texte ne fait pas du tout ça. C'est de juste poser un cadre primaire éthique sur les niveaux de risque que peuvent susciter certaines IA et dire celles qui sont interdites, celles qui présentent des hauts risques, celles qui sont à risque limité, celles qui ne présentent pas de risque. Et il faut savoir quand même que 80% des dispositions de ce règlement concernent les IA à risque fort, à risque maximal, et les IA interdites, et les IA à risque limité, à haut risque. Tout le reste, sur la majorité des outils IA de nos quotidiens qu'on utilise pour faire de la vidéo, de la créa, etc., c'est vraiment une infime partie des dispositions qui nous concernent tous au quotidien. Et le but là, c'était de dire notamment, de mettre un cadre éthique pour dire notamment, et je pense que dans une société démocratique, c'était important de le faire, de dire que les IA interdites notamment sont celles qui permettent par exemple de faire du scoring social. Quand vous allez à la banque et vous prenez un prêt, c'est interdit de faire du scoring social avec de l'IA, d'interdire les IA qui permettent dans l'espace public de pouvoir lire vos émotions. D'interdire les IA qui font du suivi à grande échelle de masse pour suivre vos déplacements. Les IA qui permettent de faire de la lecture subliminale, de faire passer des messages, de la manipulation, de travailler sur des vulnérabilités des gens liées à leurs handicaps, etc. Donc, ça, c'est vraiment le gros cadre de l'IA Act. Et pour tout le reste, c'est-à-dire les IA, la grande majorité des outils du marché, finalement, ce n'est pas aussi contraignant que ce qu'on veut bien entendre. Mais c'est important en fait de cadrer et d'avoir justement cette protection parce que sinon c'est un peu la jungle et ça donne beaucoup de pouvoir en fait à ceux qui ont la main sur l'IA sans ce cadre. Et surtout, et puis en fait, ce qu'on oublie aussi, c'est que l'IA Act, il ne fonctionne pas tout seul. En fait, c'est un règlement qui s'inscrit dans un corpus réglementaire qui existe déjà. Et en fait, il vient pour nous dire ce qui est fondamentalement interdit, ce qui fondamentalement représente des risques importants. Mais il est à lire aussi avec notamment le RGPD, le droit de la consommation européen ou franco-français, le droit de la propriété intellectuelle. Ce n'est pas un corpus de règles qui vit tout seul. Donc même si on ne l'avait pas eu, il y a un certain nombre d'usages qui auraient pu être limités de par les corpus réglementaires existants. Ce qu'a fait l'Europe là, c'est quand même de mettre un cadre fort sur des IA qui sont extrêmement risqués pour nos libertés fondamentales. Okay. Le reste, on peut bien avancer quand même.
Ok, très bien. Écoute, Aurore, merci. Je vais te proposer de parcourir un petit peu la newsletter de Élodie parce que dedans, elle reprend pas mal de questions et tu vas peut-être nous donner ton éclairage sur ces questions-là. Alors, Pendant que c'est tu l'ouvres, moi, parti. je tiens à dire quand même, Aurore, merci, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'avocats que je comprends quand ils me racontent quelque chose. J'ai l'impression qu'en fait, ils complexifient tout. Et donc, du coup, tu sais, d'après, je vais devoir les payer pour comprendre. Mais il faudra quand même que je les enregistre pour demander à GPT de traduire derrière. Et Aurore, elle a cette simplicité, bon, cette capacité oratoire aussi, hein, mais de rendre le truc simple et pas de prise de tête. Donc, merci, parce que ça a vraiment été hyper sympa. Et on l'a vu dans le nombre d'ouvertures de la newsletter et dans tous les feedbacks que j'ai reçus derrière. Oh putain, j'ai compris, c'était ça le truc, c'est le aha moment, c'est pas VO3, c'est Aurore a expliqué, Cristal aussi, d'un coup, on a compris ce que ça voulait dire. Et donc, merci pour ça, parce que franchement, c'est chouette. Et c'est vrai, pour aller dans le même sens, en fait, dans la discussion sur la communauté, on était parti sur la lecture du règlement. Vraiment, moi, j'avais fouillé aussi sur des points bien précis, mais c'est hyper, comme tous les règlements européens et les directives, c'est hyper complexe parce que c'est du jargon juridique, en fait. Et c'est fait parce que c'est fait pour être justement interprété par les avocats, par les personnes qui sont dans le droit. Donc, ce ne sont pas des textes qui sont destinés, même s'ils sont accessibles évidemment au grand public, mais ce n'est pas des textes qui sont vraiment explicités comme Aurore ou Cristal peuvent le faire. Donc, pour revenir un petit peu, donc comme tu le disais, donc Cristal, ici, on voit, il y a 4 en fait niveaux de risque inacceptables. Donc, là, on n'en parle pas, c'est interdit. Élevé, où là, il y a une réglementation qui est assez stricte. Risque limité, une transparence obligatoire. Et alors, pour le minimal, qui sont en fait la plupart des... je parle sous ton contrôle, hein, Aurore, la plupart des utilisations qu'on a de ChatGPT, de Claude, de VO, etc., on est dans le risque minimal, c'est bien ça? Alors en fait, là, c'est pas la classification, c'est pas par rapport à nous, l'utilisation qu'on en a, c'est par rapport au niveau de risque que représente le système d'IA concerné. Okay. Donc là, quand on parle de système d'IA interdit, c'est par exemple les systèmes d'IA qui permettent de faire de la technique subliminale pour te faire passer des messages à ton insu. C'est pas ta pratique de l'outil IA qui est interdite. Et pour en revenir un petit peu à ce qu'on se dit, et ce qui est intéressant en effet, c'est que et on en parle beaucoup avec Élodie, c'est qu'il y a pas mal de gens qui essayent de jouer sur ce côté un peu peur du réglementaire pour essayer de faire passer des ventes de formation et tout un tas de produits. Et moi, j'ai pas mal de clients qui m'interrogent en me disant « Oh là là, maître, qu'est-ce que je fais on me dit que former mes équipes à l'IA, c'est obligatoire, mais en fait, on n'en est pas là, nous, sur l'adoption. On en est encore à se demander quels outils on prend, pourquoi, quels besoins métiers, etc. Donc, est-ce que si je ne le fais pas, est-ce que je suis à risque qu'est-ce qui me concerne ? Parce qu'en fait, moi, dans mes clientèles, j'ai un peu toutes les typologies d'acteurs et comme je fais de la tech, j'ai quelques éditeurs de systèmes d'IA, mais la majorité d'entre vous qui nous écoutez là, vous êtes essentiellement utilisateurs de systèmes d'outils IA. Et vous, en tant qu'utilisateur, finalement, c'est ce que je vous disais, il y a assez peu d'obligations dans l'IA qui vous concernent directement. Ces obligations-là, elles sont hyper simples. C'est la première, la transparence sur qu'est-ce qu'on utilise, à quelle fin et comment. Et c'est, j'entends beaucoup, cette obligation de formation. C'est pas rédigé comme ça dans le texte de l'IA Act. On parle d'une obligation pour les déployeurs, les utilisateurs professionnels, d'avoir dans la mesure de ce qui est raisonnable, en plus c'est ce que dit le texte, donc à la lettre, ils ont quand même pris des précautions, d'avoir dans la mesure de ce qui est raisonnable une maîtrise des outils qu'on utilise. D'autant plus quand on utilise des IA à haut risque. La plupart des clients avec lesquels je travaille, ils utilisent, c'est soit pour la création visuelle, audiovisuelle ou textuelle, pour faire des spots publicitaires, des films, etc., ou pour faire du texte au quotidien. Donc la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas sur des usages à haut risque. À la seule exception de quelque chose qui se répand pas mal là, c'est chez les RH, dans les directions d'entreprise. Comme ils n'utilisent rien, les RH, ils ne veulent pas y aller. Donc c'est bon, ils en fait. On commence là à parler pas mal de bots pour faire de la sélection de CV. Donc là, on est développé plein et tu sais que j'en ai fait peut-être une dizaine. Adoption zéro, quoi. Adoption zéro, ah ouais, c'est intéressant. Moi, là, j'ai des agents qui meurent, qui dorment dans des... Tout seul, ils pleurent maintenant. Je les fais râler, tu sais, avec des notifs. Et pourquoi adoption zéro ? Parce que le réglementaire bloque dans la boîte. La quote que j'ai le plus souvent, c'est mais arrête, sélection de CV, j'ai 20 ans d'expérience. En 2-2, je vais plus vite que de mon agent, quoi. Ouais. Après, les tests que j'ai fait, j'ai quand même le top 5 des gens sélectionnés ou embauchés qui ressortent dans les sélections des agents. Mais je pense que c'est juste que
On change de façon de travailler. Et si j'ai plus ma sélection de CV à faire pendant 2 heures tous les jours, qu'est-ce que je fais de ce temps-là? Ou qu'est-ce qu'on va me donner à faire de moins intéressant? Ou tu vois, en fait, les gens ont peur. Quand tu crées un vide, ils ont vraiment peur de ce qui va leur tomber dessus. Comment tu redistribues le rôle dans l'entreprise. Et là, tu te retrouves dans le truc du droit du travail. Ce qu'on disait, c'est en fait, si tu changes la mission de quelqu'un, ça nécessite de revoir son contrat de travail et potentiellement, s'il doit intégrer l'IA dans ses tâches quotidiennes, tu dois, pour le coup, non pas à cause de l'AI Act, mais à cause du changement de sa mission, le former. Voilà. Ça, c'est un vrai sujet. Et je pense aussi, avant même de parler de l'IACT, c'est ce qu'on s'est dit, moi, sur l'IACT, il y a vraiment 2 choses à retenir. C'est un, si vous êtes dirigeant d'entreprise, la maîtrise de l'outil, ça passe par surtout vous comprendre ce que font vos équipes, comprendre que le shadow AI, c'est-à-dire le fait que l'adoption silencieuse par vos salariés, quand vous évitez de prendre le sujet à bras-le-corps de est-ce qu'il y a déjà dans mes équipes des gens qui se servent de l'IA pour… là, j'ai eu un échange avec une consoeur hier qui me disait qu'elle a une juriste en entreprise dans une grosse mutuelle où en fait les gens ont complètement adopté l'outil, donc balance de la donnée de santé, de la donnée sensible dans tout un tas d'outils IA mainstream, très répandus, sans qu'il y ait aucune forme de charte qui soit mise en place, de contrôle des outils, de cartographie. C'est ce que disait Christelle très bien dans la newsletter que tu as repris, c'est qu'en fait, à un moment, avant de se demander quelles sont vos obligations au niveau de l'IA Act, il faut déjà commencer par quelle est la cartographie des usages qu'on pourrait en faire en entreprise et ensuite comment on se positionne. Donc là, vous allez être utilisateur, déployeur au sens de l'IA Act et ensuite, on se pose la question de nos obligations. Mais commencer par tout de suite paniquer en disant l'IA, il faut que je le prenne et que je forme, c'est un peu prendre les choses à l'envers. Commencer par vous dire comment vous l'adoptez, est-ce que les équipes l'ont déjà adopté, comment ils l'ont adopté, qu'est-ce qu'ils veulent adopter. Et ensuite, on ira détricoter le juridique. C'est pas si compliqué à mettre en place en réalité. Et moi, ce que je veux compléter, c'est moi ce que je vois dans les entreprises. Déjà, les dirigeants, il faut que vous y alliez. Vous vous rendez pas compte, en fait, c'est pas juste payer des formateurs, payer des gens pour accompagner et nous mettre dans les pattes de vos équipes. En fait, à chaque fois, moi, c'est une perte de temps et je reviens au leader et tant que vous n'avez pas mis en tant que dirigeant les mains dedans, vous pouvez avoir toute la connaissance, mais ouvrez GPT, ouvrez Claude, comprenez, parce que tant que vous n'avez pas vécu le truc, vous ne le savez pas. Et donc ça, vos employés ont bien compris que vous n'y alliez pas. Et on a ce que Ethan Molly, qui est un chercheur américain, appelle les cyborgs cachés, des collaborateurs qui ont un niveau en IA de dingo, mais qui ne vont pas le dire. Et donc, ils vont gagner 3 jours par semaine. C'est des gens qui payent eux-mêmes les différentes licences, etc. Parce qu'ils ont compris, ils sont experts quand même à force, mais ils ont compris qu'ils pouvaient gagner du temps. Et tous ceux qui veulent se libérer du temps, mais ils n'ont pas du tout envie que leur boss le sache. Ouais. Et donc, dans les ateliers, les gens qui d'un coup promptent comme des prompts ingénieurs, et là, tu fais, mais tu l'utilises depuis quand? Je sais pas, depuis 2 ans, mais pour tout. Donc voilà, et ces gens-là, ils n'ont pas trop envie de se montrer, ils ne vont pas être dans les ambassadeurs, etc., parce qu'ils ont envie de garder ce côté un peu super puissant pour eux. Et parfois, ça a créé des catastrophes avec des hallucinations, des présentations clients où tu as des trucs qui n'ont jamais existé. Et c'est là qu'on découvre que l'ampleur de la prise en main de l'IA dans l'entreprise est beaucoup plus… Et c'est plus dur à gérer que dans l'autre sens. Et l'ampleur de non-maîtrise. Et en plus… Pardon. C'est ça, l'ampleur de non-maîtrise. Et si je peux rajouter quelque chose aussi d'un point de vue du droit du travail, c'est qu'à un moment donné, quand votre salarié va commencer à adopter des outils d'IA en dehors de tout contrôle de votre entreprise, en dehors de toute ligne directrice, et qu'il va potentiellement divulguer des données sensibles, des données personnelles que vous n'auriez pas aimé qu'il divulgue dans un autre contexte, comment lui reprocher de le faire alors que d'un point de vue managérial, il n'y a pas de cadre qui a été mis en place. Et même à un moment pour démontrer la faute lourde, etc. Je pense que pour aider un confrère en droit social sur quelqu'un qui commence à faire un peu tout et n'importe quoi avec des outils adoptés de manière non transparente avec son employeur, vous serez plus à risque. Et puis en plus, j'avais cru comprendre, alors tu vas me dire si c'est vrai, mais si on te retrouve avec plusieurs employés qui utilisent des outils depuis longtemps de façon récurrente, qui ont délivré, tu vois, des livrables, qui ont fait du travail, etc., et que rien n'a été mis en place, en fait, c'est considéré comme étant une règle établie. Et donc, en fait, tu ne pourras pas dire qu'il y a faute, etc. On pourra juste te dire que tu n'as pas suivi le travail des gens dans ta boîte et que tu n'as pas voulu voir, quoi. Et donc, ils ne peuvent pas être accusés de faute. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Je pense que ça va être du cas par cas parce que ça dépend de comment ils les utilisent et quand tu commences à divulguer potentiellement des informations sensibles ou à faire des usages qui ne sont pas conformes, soit à la réglementation, conso, data, propriété intellectuelle, etc.,
tu peux toujours revenir sur une forme de responsabilité personnelle de la personne concernée. Donc, ça dépend. Je pense que la réponse à cette question va vraiment dépendre du cas d'espèce, quoi. Ok. Donc, mais Ok. faites Pour revenir attention. donc sur les entreprises, c'est vrai que moi aussi, quand j'interviens en entreprise, j'interviens toujours je commence toujours par les leaders, par le CODIR, pour vraiment mettre en place une stratégie avant de mettre les IA en place. Et une des premières choses qu'on met en place, c'est une charte évidemment d'utilisation de l'IA. D'ailleurs, Aurore, si tu peux nous donner les coordonnées de ce client, on va aller les contacter et lui dire, moi, on va aller mettre en place une charte et des formations de toutes les personnes voilà, chez eux. C'est ce que j'essaie de faire. Et avant de mettre en place des chartes, et c'est marrant parce que la Commission européenne, là, elle a, sur l'obligation de maîtrise de l'IA, elle a sorti là, une sorte de FAQ qui est assez intéressante. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'elle l'a appelé alphabétisation à l'IA. Et j'ai trouvé ça hyper rigolo comme choix de vocable, parce que on en est vraiment encore là, en fait, sur les dirigeants d'entreprise. On est vraiment sur de la vulgarisation et de l'acculturation. Avant de pouvoir leur expliquer pourquoi c'est absolument essentiel de mettre en place des chartes, quoi. Ouais, moi, j'ai un de baby. Ils sont souvent plus loin que les employés, que les salariés même, de l'utilisation, et ce qui est compréhensible, hein, mais il faut aussi mettre. Emmanuel, il y a une question de John dans le chat qui demande s'il fait un agent copilote pour un processus RH en tant qu'utilisateur, y a-t-il un risque de devoir respecter les exigences pour les modèles à risque élevé dès la phase de conception? Bah oui, en fait, dès que vous commencez à faire qu'est-ce qu'on appelle un simple agent copilot, de toute façon, c'est qu'on développe un agent avec un système, avec un modèle d'IA existant, et puis qu'on le paramètre et qu'on l'affine et qu'on le fine-tune, en fait, pour répondre à un besoin spécifique. Et donc, à partir du moment où vous faites du fine-tuning de modèle, vous avez la responsabilité des paramétrages. Et donc, quand on est dans un processus RH, on va potentiellement se situer dans les systèmes d'IA à haut risque. Donc oui, je pense que ça, il faut en tout cas, il faut regarder au cas par cas, mais dès qu'on est sur l'employment, le recrutement, oui, il faut vraiment se poser la question et de si vous n'êtes pas dans de l'IA, du système d'IA à haut risque, et a priori partir quand même d'une position un peu conservatrice en considérant que vous allez l'être, et mettre en place le cadre juridique que pour le coup, l'IACT détaille vachement bien sur les IA à risque fort. Et du coup, moi, je trouve que Copilot est extrêmement bridé, mais en tout cas, tu peux moins le personnaliser. Il n'a pas la mémoire, il ne se personnalise pas autant qu'un GPT, un Claude ou autre. Est-ce que, pour autant, il protège les employés? Parce que tu dis, finalement, ma boîte me met à dispo Copilot. Avec ça, j'ai la possibilité de faire des agents, etc. Si je l'utilise, est-ce que c'est ma faute ou est-ce que c'est la faute de l'IA, de Copilot ou de l'employeur? Alors, de toute façon, ça, le sujet de la responsabilité, c'est pas vraiment encore. Ça va dépendre au cas par cas de qu'est-ce qui donne lieu à un engagement de responsabilité de quelqu'un. Quoi qu'il arrive, votre salarié, au pire, dans le cadre de son contrat de travail, vous lui avez mis une charte éthique en place, il ne la respecte pas et il fait un mauvais usage de l'outil. Mais il faut quand même, vous, employeur, et vous, entreprise, c'est vous qui avez la personnalité morale et c'est vous qui êtes responsable de la façon dont vos employés utilisent l'IA, par exemple, pour un processus de recrutement. Donc, à l'égard d'un candidat final qui aurait fait l'objet de biais parce que l'outil a été mal paramétré ou paramétré volontairement de manière biaisée par un salarié, ça reste la responsabilité de votre entreprise, personne morale derrière. Peut-être que vous pourrez chercher la responsabilité du salarié sur certains sujets, mais ça reste la responsabilité de l'entreprise. Après, pour remonter sur Copilot, tous les éditeurs de systèmes d'IA vont avoir des obligations et ont déjà, ça entre en vigueur progressivement là, mais des obligations sur expliquer, notamment pour les IA à haut risque, comment ils ont mis en place leur processus, obligations de transparence en fait. Et ces obligations de transparence sur comment ça marche, de quoi il faut se prémunir, etc., ils vont devoir les remplir à l'égard des déployeurs, donc à l'égard de vous, entreprise, qui mettez en place les outils en interne. Donc on va avoir quand même une cascade de responsabilités qui se met en place, mais vous, déployeurs, utilisateurs professionnels qui mettez un outil
un agent copilot en place que vous paramétrez pour faire par exemple du recrutement, faciliter vos process RH, ne partez pas du principe que parce que vous utilisez Copilot, vous n'aurez aucun engagement de votre responsabilité. C'est pas du tout ce que prévoit l'IACT, et puis même le droit commun ira toujours regarder si vous avez une obligation générale de surveillance de comment les outils sont utilisés. Est-ce qu'il y a des biais, est-ce que de modération aussi sur comment ça répond, qu'est-ce que ça dit. Ça reste votre responsabilité à vous, personne morale, qui utilisez l'outil de la façon dont vous l'utilisez. Ok, je montre là en même temps sur la newsletter justement ces sujets-là où on détaille les rôles. En fait, il faut bien déterminer son rôle. Est-ce que je suis un fournisseur, un déployeur, etc. Et les déployeurs, donc c'est un terme que beaucoup ont mal compris. Donc ça, merci Aurore de nous préciser. Et là, les déployeurs ont effectivement des obligations aussi. Voilà, que tu as détaillé, d'utilisation, de prendre les mesures techniques, etc. Tout ça est aussi détaillé dans la newsletter d'Élodie. Okay. Voilà, et attention, on a répondu à beaucoup de questions, ça donne un vernis, mais voilà, on voit bien qu'en écoutant Aurore, il faut quand même Voilà, il vaut mieux prévenir que guérir, donc n'hésitez pas à contacter Aurore et à poser vos questions, parce qu'en vrai, quand on rentre, moi, du coup, après cette newsletter, j'ai fait le tour de tous les agents que je développais, etc. C'est pas GPT qui va répondre aux questions les plus pointues. Sur le juridique, c'est pas encore toujours... Pas encore. Pas encore, mais moi, j'essaye au quotidien, comme je suis un peu feignante, si je peux gagner du temps. Je vais tester ton jumeau numérique, comme ça on pourra vendre des prestats en IA. Voilà. Sous supervision, parce qu'à mon avis, on est peut-être sur du haut risque aussi. Ah oui, complètement, mais tu génères tout et après tu valides, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai qu'on déborde un petit peu là, donc on va vite passer à la question de la semaine, parce que c'est vrai qu'on aura pris un quart d'heure de plus, mais je pense que le sujet est suffisamment profond que pour que les personnes qui ne savent pas nous suivre jusqu'à la fin, mais ils pourront accéder au replay de toute manière. Donc, on va prendre jusque 45, si vous êtes d'accord, les filles. Oui, bien sûr. Encore quelques minutes. Et alors, moi, je voulais en fait revenir sur la question de la semaine, puisque j'avais lancé ce sondage. Il est important aussi, et c'est assez édifiant de voir un petit peu ce qui ressort du sondage. Donc, la question de la semaine, c'était la suivante. L'IA Act arrive, soyons honnêtes, où en êtes-vous vraiment dans votre boîte? Les 4 réponses possibles, c'était AI Act, c'est quoi? Avec 72% de réponses. 6% on fait semblant, 6% notre juriste pleure, et 17% on attend les autres. Et donc, en fait, c'est assez édifiant, et c'est pas tellement étonnant au final, parce que c'est une belle illustration de l'effet de bulle. Dans nos cercles à nous, à nous trois, les cercles qu'on fréquente, dans les communautés, l'AI Act, c'est un sujet qui est omniprésent, mais en fait, dans le grand public, dans les entreprises, on ne se rend pas encore compte de ce que c'est et on ne connaît pas cet AI Act. Donc, il y a un vrai travail en fait d'éducation, d'alphabétisation aussi par rapport à cet AI Act auprès des entreprises. Donc, ça, c'est important aussi. C'est vraiment un gros travail de communication qui nous attend. Hein. Tu es d'accord, Aurore? Oui, mais en fait, tu vois, je suis pas si surprise que ça quand tu vois, par exemple, l'adoption de conformité RGPD dans la moyenne des PME françaises. Elle est très, très mauvaise en réalité. Tu as plein de TPE, PME qui n'arrivent pas à se mettre en conformité data parce qu'ils n'ont soit pas le budget, soit pas les ressources humaines, soit les deux. Et du coup, quand tu sais que finalement, sur ces TPE, PME, les contrôles CNIL et les sanctions sont pas si importante pour que ce soit forcément incitatif parce que il manque d'équipe, ça manque de volume sur les autorités de contrôle. Tu peux aussi te dire que si déjà sur la donnée perso, on a une adoption qui n'est pas dingue, on peut comprendre que sur les notamment TPE, PME, jusqu'à même grosses PME, la mise en place du réglementaire sur l'IA, elle va prendre du temps. De toute façon, les sanctions sur le fait de ne pas le mettre en place, elles commencent à partir de 2026, il faut le savoir. Donc, on n'est pas encore non plus dans la zone rouge absolue. Mais en fait, sur les gens s'y mettent, mais en fait, sur le gros volume, on en est encore à expliquer ce que c'est que l'IA et comment on l'adopte et comment ça peut leur servir. Et donc, finalement, pour y être toute la journée, je suis moyennement surprise. Enfin, à ce point, c'est quoi? J'aurais peut-être dit, on fait semblant à 72%. Mais il y a aussi le truc, il y a tellement de gens bullshit qui te rendent le truc obligatoire et qui créent, tu vois, un côté de peur là-dessus qu'en fait,
ils sont allés déterrer un sujet qui n'en est pas vraiment un et qui utilisent ça en argument commercial. Donc, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, en fait. Et moi, souvent, j'en parle parce que je vais débunker des posts où quand même, ils te surlignent formation obligatoire, mais au-dessus, ils n'ont pas vu qu'il y a écrit déployeur, quoi. Ou alors, ils n'ont pas compris la notion de déployeur, ce qui fait un peu peur quand tu es censé être expert. Donc, je pense qu'il y a aussi toute cette volonté qui est très française. Hein. Si tu regardes actualité IA sur Google, tu l'as aussi relevé, Emmanuel, cette semaine, tu n'as que des trucs qui font peur, quoi. Enfin, on prend des articles vachement intéressants aux US et on transforme ça en un truc qui fait peur, quoi. Ça, c'est un truc à la française, quoi. Merci, Élise Lucet, de nous avoir lancé la trend, mais c'est une catastrophe, quoi. Non, ça, c'est clair. On comprend ce qu'on regarde. Hein. Ouais. C'est un alarmisme ambiant qui est juste déplacé parce qu'il faut remettre les choses à leur juste place et prendre ça avec pragmatisme et avec recul. Ok, bon, allez, on va passer à la toute dernière rubrique. Merci à toutes les deux. La toute dernière rubrique, c'est la météo des IA. Et la météo, aujourd'hui, ce n'est pas un chiffre, c'est une ville, c'est 7. 7, bah, en fait, quoique 7, c'est aussi un chiffre, mais 7, ville d'où est originaire Fidji-Simo, bac à 16 ans, HEC, UCLA, donc University of California. Elle intègre Meta et devient rapidement la patronne de Facebook. Aujourd'hui, Fidji est recrutée par Sam Altman pour devenir la CEO des applications chez OpenAI. Je vous en parlais tout à l'heure. Rien que ça. Et Fidji, elle a 39 ans. Donc, bravo Fidji. Tu mets un peu de soleil sur la France, Cocorico, même si c'est vrai que c'est dommage que tu ailles... que des talents comme toi sont tous aux États-Unis. Donc, il faut rester un petit peu en France. Elle est très américaine quand même. Moi, je l'ai rencontrée quand j'étais aux États-Unis. Elle est bien... Voilà, elle est passionnante, brillante, etc. Mais il y a des gens qui ne pourraient pas être là en France. Très malheureux. C'est un autre mindset. OK. Bon, merci Aurore de nous avoir si brillamment éclairé sur le sujet AI Act. Merci Elodie de nous avoir accompagnés. Mais avec grand plaisir. Et puis j'espère qu'on se reverra si on a encore des sujets AI Act, parce que je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Et ben, tu reviendras nous voir. Avec merci Elodie. Des gros fails et je vais vous les apporter. À débunker. On fait ça toute la journée. C'est ça, mais en live, tu vois, pour montrer vraiment ce que c'est, parce qu'en fait, c'est confidentiel tes dossiers, on ne peut pas faire. Tu vois. Non, c'est compliqué. Merci Elodie de m'avoir accompagné tout au long de l'émission, et surtout merci pour le boulot titanesque que tu réalises pour la communauté Ask and Solve, ta newsletter, ta revue de presse, qui est pour moi la plus quali sur le sujet de toute la toile que je connaisse. Hein. Et si vous n'êtes pas encore abonné, parce qu'en vrai, je morphe chaque semaine, mais si je n'avais pas les abonnés et les abonnés payants qui m'ont fait une vague d'amour, hein, parce que j'ai lancé le truc, je ne m'attendais pas à ce que tout le monde paye. Enfin, c'était impressionnant. Donc, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, mais vous attendez quoi? Bon. En plus, il y a beaucoup de choses gratuites en vrai. Donc... Ouais, c'est vrai. À la semaine prochaine. Quel jour encore la semaine prochaine? Quel jour? Dimanche, la prochaine newsletter, on va parler d'adoption IA, on va parler de Claude qui s'est mis en boule, du benchmark AI de Will Smith qui, moi, me fait marrer. On ne peut plus manger de pâtes quand on le regarde. Et puis aussi, j'ai trouvé une pépite, développé une vidéo faite de 6 minutes par le Wall Street Journal, absolument dingo sur l'avenir. Et donc ça, je vous partage ça dimanche. Et une démo de Jen Park aussi. Voilà. Évidemment, la revue de presse mercredi et jeudi, c'est évidemment un midi pile. Je ne peux pas, GIA. En plus, je suis obligée de la sortir pour toi, quoi. Merci, Elodie. Et jeudi prochain, on va ciné avec quelqu'un que tu connais bien, Elodie. Ce sera Rita Lamotte. C'est bien, moi j'amène toutes mes copines. Voilà, qui viendra nous présenter ses dernières réalisations, dont un court-métrage sélectionné pour le Festival des films IA de Cannes. Vous n'êtes pas prêts. Non. Fantastique, elle est complètement dingo. Ouais, on dit qu'il n'y a pas de nana dans l'IA, mais en fait, il faut juste les regarder. Enfin, faut juste il y en a plein. Il y en a plein, elles sont hallucinantes. Voilà, il y en a déjà 2 ici. Voilà. Allez, bon appétit. Merci. On a déjà que 3 degrés. Salut les boss. À bientôt, bon week-end. Salut. Au revoir. Merci. Je peux pas, j'ai IA.